Voici la deuxième partie. À ce moment-là, la jeune femme sort dans la cour armée de la barre de fer à la pointe rougie au feu et de la massue. Elle s'avance vers le lion. Elle lui fait face sans trembler. Le lion se jette sur elle, elle rapide, comme l'éclair, elle plante la barre de fer rougie au feu, elle le plante dans le corps de l'animal. Le lion, embroché, s'effondre devant la jeune femme courageuse qui l'achève à grands coups de massue. Elle lui fracasse le crâne. Le lion mort, elle retire la barre de fer et retourne dans la maison. Ah ben oui, il lui reste des morceaux de bois sur le sol, elle les ramasse, et ben oui, elle les jette dans le feu et elle remet dans le feu la pointe de la barre de fer jusqu'à ce qu'elle soit rouge de nouveau. Car l'ogresse arrive, oui, elle l'entend, l'ogresse arrive, essoufflée, essoufflée par la poursuite. Elle s'arrête à quelques mètres de la maison, elle avance près de la porte, elle remet ses affaires à leur place, s'avance et frappe à la porte. Ouvre-moi, ma fille, ouvre-moi, c'est moi ta mère. Montre-moi la tête, maman. Je veux être certaine que c'est bien toi. L'ogresse s'approche, approche la tête de la fente de la porte. Tourne la tête, ma vieille mère, et montre-moi ton profil. L'ogresse s'approche, tourne la tête et présente son oreille à la fente de la porte. Dès que Terril, l'ogresse, lui montre l'oreille, la fille unique de l'homme sort la barre de fer du feu et la plante brûlante l'enfonce violemment dans l'oreille gauche de l'ogresse. Le coup est si fort que la barre de fer ressort par l'oreille droite, emportant avec elle la moitié du cerveau de Terril, le monstre mangeur d'hommes, de femmes et d'enfants. Morte, foudroyée, l'ogresse s'effondre sur le sol. La jeune femme, fatiguée, exténuée, s'allonge auprès du feu et s'endort. Pendant ce temps, le mari est parti à la recherche de sa femme. Ah oui, il sort de la maison et il l'appelle, cherche aux alentours, l'appelle, aucune réponse, personne. Et il se rend au village de son épouse, et là, il frappe à la porte de la maison de son père, de son beau-père. Et il demande à parler à sa femme. Ta femme, ma fille, n'est pas ici. Elle est avec toi. Non, ta fille s'est enfuie pendant la nuit. Je te dis qu'elle n'est pas ici. Bon, le père réfléchit. Si elle n'est pas avec toi, qu'elle n'est pas avec moi, c'est que peut-être elle est partie dans la maison que nous avons dans la vallée. Bien, allez, allons voir jusque-là. Le père et le mari arrivent à la ferme au lever du jour. Ils s'arrêtent devant la porte, le cadavre d'une ogresse, la tête embrochée par une barre de fer pointue, la cervelle étalée sur le sol, grouillante de mouches, vermisseaux, asticots et fourmis. Pris de peur et de terreur, le père et le mari reculent, font demi-tour et courent, ils retournent vite au village demander de l'aide aux villageois. Les hommes du village, le père et le mari, tous prennent des fusils et descendent vers la vallée. Ils arrivent à la ferme, ils s'arrêtent, ils pointent leurs fusils devant eux et ils regardent autour d'eux et ils écoutent. Personne. Aucun bruit. Ils avancent. Le groupe d'hommes s'approche du monstre, Terrier l'ogresse, et ils constatent qu'elle est bien morte et qu'il n'y en a pas d'autre. Le père de la jeune femme se détache du groupe et il sort de sa poche un trousseau de clés et il ouvre la porte de la ferme. Il entre, il pénètre dans la cour intérieure de la ferme. Les hommes le suivent et là, au milieu de la cour, le cadavre d'un lion. Mais qui? Les hommes se regardent. Qui a bien pu tuer un lion et une ogresse? Curieux, le père entre dans la maison et découvre que sa fille est endormie auprès du feu, allongée. Il la réveille. Mais que s'est-il passé? Est-ce qu'un homme est venu ici? Non, personne. Personne d'autre que moi.
Mais qui a tué le lion et l'ogresse? C'est moi. Moi, ta fille, qui ai tué l'ogresse et le lion. Et voilà comment j'ai fait. Et la jeune fille raconte comment elle seule, elle s'y est prise pour tuer les deux monstres. Entendant cela, les hommes du village poussent des cris de joie. Ils la félicitent. La jeune femme, oui, est félicitée pour son courage. Tu es bien une femme de notre village. Une femme aussi brave et courageuse que toi vaut bien 10 hommes. Le mari, fier de l'exploit de sa femme, c'est une femme de votre village, oui, c'est une femme de votre village, mais c'est ma femme maintenant. C'est ma femme. Viens avec moi, nous allons rentrer chez nous. Tu n'as pas encore compris? Tu n'as pas encore compris que si je me suis enfui de la maison, c'est parce que je ne veux plus de toi. Je préfère me battre avec une ogresse et un lion que de retourner vivre dans ton village. Quand les hommes entendent cela, ils interpellent l'homme et ils lui disent « Elle a raison, c'est clair, elle ne veut plus retourner dans ce village avec toi. Laisse-la tranquille. Elle préfère retourner avec son père, dans son village, dans le village qu'il a vu naître. » Le père regarde sa fille, il regarde l'homme et il dit à l'homme « Regarde, regarde, ma fille est fière et courageuse, elle n'est pas faite pour toi. » Entendant cela, le mari, il fait demi-tour et il s'en va. Les hommes escortent la jeune femme et son père jusqu'au village où là on organise une grande fête. Mais quelques jours plus tard, le mari revient, il revient en compagnie des hommes de son village. Oui, il revient, il veut emporter de force, il veut enlever de force la jeune femme courageuse. Toutes les femmes et tous les hommes du village s'y opposent. Une bataille éclate. Vaincu, le mari retourne dans son village sans avoir pouvoir pu s'emparer de la jeune femme courageuse. Jeune femme qu'à présent, tous les jeunes hommes du village voulaient épouser. Mon histoire est terminée. Merci de l'avoir écoutée. Alors, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne et like la vidéo et à bientôt pour une prochaine histoire.